Au Groenland, la glace domine chaque horizon, interrompue seulement par la fine bande où la vie parvient à se frayer un chemin. Au plus profond de celle-ci s'étend une vaste plaine glacée, apparemment éternelle, à peine interrompue par un cadre irrégulier de tons plus sombres. Ces brins terreux et ces verts éphémères annoncent la présence de la vie, marquant la frontière où se déroule la véritable histoire du Groenland. Ici, chaque région côtière suit un ordre naturel distinct. Au sud, les petits arbustes et les fleurs robustes profitent de chaque heure de lumière du jour, fournissant de la nourriture aux lièvres arctiques et aux caribous qui paissent en groupes dispersés. Plus au nord, le terrain se durcit, les étés sont courts, et les phoques et les renards arctiques parcourent les plages et les banquises, s'adaptant à chaque changement apporté par la marée. Dans cet équilibre délicat, tout changement dans la glace intérieure ou dans les courants océaniques peut modifier le rythme de la vie le long de la côte. Toute cette vie repose sur un équilibre fragile, intimement lié à la glace qui domine l'intérieur de l'île. Ce n'est pas un paysage statique, il façonne le climat, guide les rivières et régule l'accès aux nutriments. Les cours d'eau éphémères naissent de la fonte saisonnière des glaces, transportant des minéraux qui nourrissent des algues microscopiques. Ces algues nourrissent les bancs de poissons qui, à leur tour, nourrissent les oiseaux de mer, les phoques et les ours polaires qui patrouillent le long des côtes. Chaque élément agit en synchronie avec les autres, et toute altération a des répercussions sur toute la chaîne. Le Groenland est immuable. La mer peut fermer des routes en quelques heures à cause des icebergs charriés par des courants invisibles et le temps peut passer d'un ciel dégagé à une véritable tempête de neige sans prévenir. La vie qui se développe ici apprend à anticiper, à réagir, à survivre en s'adaptant constamment aux changements imposés par la glace et la mer. Au milieu de cette immensité, une silhouette avance. Sa démarche est calme, mais chaque pas le rapproche d'un but encore inconnu. Au Groenland, même le chasseur le plus puissant sait que le succès n'est pas toujours garanti. Au nord, sur la côte nord-ouest, près de la baie Melville, la glace de mer s'étend en plaine presque parfaite, lisse et dégagée. Ici, le terrain n'offre aucun abri et la seule façon d'approcher une proie est de se fondre dans le paysage lui-même, une compétence que l'ours polaire, le plus grand prédateur terrestre de l'Arctique, maîtrise parfaitement. Il reconnaît chaque irrégularité dans la glace et chaque courant d'air qui porte avec lui l'odeur d'une proie potentielle. Après des heures de surveillance et d'observation, l'ours commence son voyage à travers la neige, mettant en pratique toutes les leçons apprises. Ce mâle adulte a scruté la glace pendant des jours à la recherche d'une proie. Il a parcouru plus de 20 km au cours de la dernière journée, guidé par un odorat capable de détecter un phoque à plus d'1 kilomètre de distance. Le vent transporte des parfums dispersés et la monotonie blanche menace de tout cacher. Mais ses sens restent en alerte, filtrant chaque signe qui pourrait signifier de la nourriture. Quelque chose perturbe le calme que son regard a scruté à maintes reprises. Entre la neige et la glace, où tout semble se répéter, il perçoit un soulagement qui ne lui convient pas. Au début, ce n'est qu'une simple silhouette dans la plaine, mais quelque chose le retient, un mouvement subtil, un scintillement. Sa respiration ralentit et ses muscles se tendent. Quoi qu'il y ait là, c'est vivant. C'est un phoque annelé, il est loin de l'eau et sans trou d'air à proximité, une opportunité inhabituelle. Que fait-il ici, exposé en terrain découvert ? La réponse réside dans leur cycle de vie. Durant cette période, les femelles creusent des terriers dans la neige pour donner naissance à leurs petits et les protéger. Dans des moments comme celui-ci, ils sortent pour réguler leur température et se reposent simplement sous la faible lumière du soleil arctique. La stratégie du phoque est de miser sur le camouflage pour faire disparaître son corps blanc et gris dans la neige. Cette fois, cependant, le camouflage pourrait ne pas suffire à ce qui l'attend. L'ours l'a déjà senti, ce qui semblait être un simple monticule révèle un corps vivant, immobile mais vigilant. Mais il sait que s'il se précipite, le phoque s'échappera. Alors il se déplace avec une extrême prudence, adaptant chaque pas sur la glace, soit silencieux et calculé.
Ses mouvements s'arrêtent au moindre signe d'alerte et il utilise les ondulations de la surface pour briser sa silhouette et réduire sa visibilité. Dans les derniers mètres, sans hâte mais avec une attention absolue, l'ours s'aplatit contre le sol glacé. Sa progression devient lente, presque imperceptible. À chaque instant qui passe, chaque mouvement est précisément mesuré et l'approche, qui a parcouru à peine une centaine de mètres, a pris plus de 30 minutes, prouvant que la patience est votre meilleure arme. Le phoque, inconscient du danger imminent, ferme les yeux un instant, confiant dans son camouflage. Erreur fatale. L'ours accélère instantanément, déchaînant toute sa force. Ses pattes avant coupent la glace avec des griffes acérées, parcourant la distance en quelques secondes. Le phoque réagit tardivement. Il tente de se retourner vers la glace, mais le prédateur est déjà sur lui. Un coup violent l'arrête, suivi d'une morsure précise au crâne. La résistance s'éteint aussitôt, et le silence revient dans le paysage, interrompu seulement par le vent. La chasse était parfaite. Pour l'ours polaire, cette capture représente des milliers de calories qui lui permettront de survivre pendant plusieurs jours, car le maintien de son poids et la résistance au froid extrême dépendent de proies comme celle-ci. Son énergie est reconstituée, et le temps gagné lui donne une marge de manœuvre dans un territoire où chaque mouvement compte. Après sa dernière mise à mort, cet énorme mammifère s'arrête un instant, évaluant l'air froid qui l'entoure. Il ne cherche plus de nourriture. Il y a autre chose qui le pousse. Un parfum subtil mais persistant porté par le vent capte votre attention. La survie a cédé la place à un nouvel instinct, celui qui le conduira à suivre des signes qui pourraient modifier son chemin et celui de son espèce. Il s'agit d'une femelle en chaleur, se déplaçant le long de la banquise. Leur présence déclenche une compétition naturelle entre les mâles, et chaque seconde qui passe peut faire la différence entre obtenir une opportunité ou être laissé pour compte. Pourra-t-il la retrouver avant qu'un autre mâle n'arrive, ou son instinct de compétition définira-t-il son avenir? Tout au long de l'année, dans ces latitudes arctiques, les ours polaires restent principalement solitaires. Mais pendant la brève saison des amours, leur isolement est rompu, et les individus convergent en suivant des signaux chimiques qui pourraient modifier leur trajectoire. Chaque mâle a besoin d'un grand territoire pour survivre et la pénurie de nourriture empêche les grands rassemblements. Mais quelques jours par an, cette règle est transgressée. Mâles et femelles se rencontrent sur la glace, guidés par des signaux chimiques transportés par le vent à des kilomètres. Le mâle avance en suivant une faible odeur, reconnaissable par son instinct, et chaque pas le rapproche de la silhouette qui se dessine à l'horizon. La femelle devant avance à son rythme sur la banquise. Parfois, elle maintient une ligne droite, puis se retourne brusquement sans prévenir comme pour jauger la stabilité de celui qui la suit. Ce jeu de distance n'est pas accidentel. Il ne provoque pas, mais il ne s'éloigne pas non plus, maintenant un équilibre entre intérêt et prudence. La différence physique entre les deux est évidente. Il peut doubler son poids et sa force, mais même ainsi, il sait qu'une approche précipitée pourrait déclencher une confrontation. Ainsi, chaque mètre gagné est soigneusement calculé. Les femelles n'hésitent pas à défendre leur espace par des grognements et des morsures, et si elles ne le souhaitent pas, elles disparaissent parmi les blocs de glace comme si elles n'avaient jamais existé. Ce n'est que lorsque la tension initiale se dissipe et que la distance se réduit que la cour commence. À ce stade, il n'y a ni danse ni chant. Le dialogue se déroule dans une autre langue, qui ne nécessite pas de son. Le toucher, l'odorat et la posture sont les seuls signaux nécessaires pour déterminer si une union est possible. L'homme avance à ses côtés, gardant une distance prudente. Il marche d'un pas mesuré, le corps bas, les muscles tendus, prêts à réagir à toute réaction inattendue. La femelle, réceptive à cette occasion, lui permet de rester près d'elle, et chaque mouvement devient partie d'une séquence soigneusement contrôlée. La parade nuptiale se poursuit avec des mouvements lents, la femelle évaluant chaque geste. Elle se tient au garde à vous, observant du coin de l'œil, tandis que le mâle incline légèrement la tête et fléchit les membres, signe qui atténue son air menaçant. La tension initiale se transforme en un calme plein d'attente.
Le mâle reste attentif au moindre changement de posture de la femelle, conscient qu'un simple mouvement de tête ou un pas en arrière suffirait à tout mettre fin en un instant. Après plusieurs tentatives contrôlées et une patience qui démontre sa force, la bête blanche parvient à avancer sans entrave. Elle a parcouru la distance sans provoquer d'alarme, et cette démonstration silencieuse de résilience convainc la femelle de l'accepter. L'accouplement se déroule sans interruption, marquant le début d'une brève alliance qui, si les conditions le permettent, donnera naissance à la génération suivante. Alors que la lumière du jour s'estompe et que les heures suivantes passent calmement, le lien nouvellement formé commence à se renforcer. Au cours des prochains jours, ils voyageront ensemble, alternant entre chasse et repos. Ce sera une alliance courte, mais suffisante pour que la gestation commence son cours. À Kahanaak, ces interactions se produisent à une période clé de l'année. Les femelles qui ont déjà mis bas depuis des mois se concentrent sur l'alimentation de leurs petits, tandis que celles en chaleur recherchent un partenaire robuste car la survie de la génération suivante dépend de cette brève rencontre. Pourtant, la biologie est implacable. Même en pleine saison de reproduction, l'énergie est reine. Si le mâle ne mange pas à sa faim, il perdra de la force et ne pourra plus soutenir l'effort de suivre la femelle. Elle, de son côté, n'acceptera pas un partenaire affaibli, car son instinct favorise toujours celui qui peut transmettre la plus grande résistance à la progéniture. Au Groenland, même dans les moments de plus grande proximité sociale, l'isolement ne disparaît jamais complètement, et lorsque le lien temporel est rompu, chacun reprend son voyage jusqu'à se perdre dans l'immensité glacée. Mais que se passe-t-il après cette rencontre fugace sur la banquise, lorsque chacun retourne à sa solitude? Au cours des mois suivants, la couche de glace durcit, les températures baissent encore, et la vie se retire dans les quelques havres de paix offerts par la côte. Dans l'une d'elles, une ours polaire attend, cachée dans l'obscurité, le moment de retourner à l'extérieur. Des mois plus tard, à l'extrême nord du Groenland, là où la banquise de la mer de Baffin s'accroche à la côte comme une barrière immobile, la femelle émerge après une gestation silencieuse. La neige qui l'entoure porte les marques de l'hiver le plus rigoureux, des blocs compacts de glace durcie, des plaines plates et un silence que seul le vent brise de son passage errant. Elle n'est pas seule. Deux petites ombres blanches hésitent derrière ses pattes. Ce sont leurs petits, nés dans la sécurité du terrier pendant les mois où le soleil ne traversait jamais l'horizon. Ils ont survécu la première partie de leur vie en se nourrissant exclusivement du lait maternel riche en matières grasses. Mais maintenant, la glace les appelle vers le monde ouvert. Ici, chaque pas que vous faites est une leçon, et chaque erreur peut vous coûter la vie. La sortie du terrier est lente. La mer scrute l'horizon, hume l'air, et avance à pas mesurés. Le territoire semble vide, mais sous ces latitudes, la menace peut être invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Entre les ondulations de la glace, une immense silhouette avance à pas lents, un mâle adulte. Leur taille dépasse celle de la femelle et leur présence est imposante. Dans l'Arctique, certains mâles voient les petits comme une opportunité. Les éliminer force la femelle à entrer en chaleur plus tôt que prévu. La femelle intervient aussitôt. Elle baisse la tête, hérisse sa fourrure et pousse un rugissement profond qui résonne dans la plaine gelée. Le mâle l'observe, l'évalue, et après un échange de regards tendus, s'éloigne lentement. La menace s'éloigne, mais le danger ne disparaît jamais complètement. La leçon pour les chiots est claire. La force n'est pas une ressource optionnelle ici. C'est une nécessité constante, et maintenant c'est la faim qui dicte le prochain mouvement. La femelle guide ses petits vers une zone de fissure dans la glace, des endroits où les phoques doivent sortir pour respirer. Le voyage est long. Ils avancent à pas mesurés, s'arrêtant souvent pour renifler l'air ou éviter les plaques de glace craquelées. Le soleil touche à peine l'horizon, marquant un lent déplacement des ombres sur la plaine blanche. À son arrivée, la mère observe calmement les environs avant de faire signe aux petits de rester à distance. Maintenant, tout est question de discrétion. Il s'allonge près d'une ouverture, immobile, le corps aligné avec le vent pour que son odeur ne trahisse pas sa présence. Il écoute le craquement sourd de la glace sous ses pattes, le murmure de l'eau qui bouillonne dans les profondeurs. Les minutes passent, s'étirant comme si le temps lui-même s'était arrêté.
Les chiots agités la regardent en silence, apprenant sans bouger. Soudain, un mouvement à peine perceptible se produit au loin. Un phoque sort son museau. L'explosion d'énergie est instantanée. La femelle bondit avec une précision chirurgicale, brise la glace, et en quelques secondes, la proie est capturée. Les oursons s'approchent, d'abord avec prudence, puis avec enthousiasme, goûtant pour la première fois de la viande fraîche. Ce moment est bien plus que de la nourriture. C'est leur première leçon de chasse, le début de leur apprentissage en tant que prédateurs des glaces. La mère contrôle la situation, leur permettant de manger, mais s'assurant que l'énergie est administrée équitablement. Leurs soins sont presque excessifs, mais dans l'Arctique, chaque veau est un trésor irremplaçable. En perdre un signifierait gaspiller des années d'efforts, et dans cet environnement, il n'y a pas de seconde chance. L'estomac plein et le danger momentanément éloigné, la famille se repose sur la glace. La mère garde la tête haute, regardant l'horizon, tandis que les petits se blottissent à ses côtés, confiants. Sur ce paysage vaste et impitoyable, elle n'est pas seulement le prédateur suprême, elle est une gardienne, une enseignante et une protectrice. Car dans ces terres extrêmes, l'ours polaire ne se contente pas de survivre, il impose sa loi. Et tant que la glace existera, il restera le maître incontesté de ce royaume blanc. Mais dans le haut Arctique, même le banquet d'un souverain ne reste pas paisible longtemps. Ce qu'une mère ours et ses oursons laissent derrière eux devient rapidement une cible pour les autres habitants de la banquise. Dans la neige durcie, une traînée de taches sombres serpente au gré du vent, telle une plaie ouverte dans le paysage. L'odeur épaisse et huileuse se propage au loin, portée par des courants glacés qui portent le signe d'un festin récent. À quelques centaines de mètres de là, une petite silhouette s'avance au ras du sol, s'arrêtant tous les quelques pas pour renifler l'air. Le renard arctique mesure chaque mouvement, veillant à ne pas attirer l'attention du géant blanc qui, accompagné de ses petits, s'éloigne vers un horizon qui ne semble jamais se raccourcir. Pendant des heures, il a patiemment suivi sa piste, non pas pour la proie elle-même, mais pour ce qu'elle laisserait inévitablement derrière elle. Dans ce monde gelé, la charogne est une ressource trop précieuse pour être gaspillée. Leur stratégie est simple, ils attendent le moment exact où les propriétaires légitimes en auront assez et abandonneront la zone non protégée. Et maintenant, ce moment semble proche. Le petit carnivore s'arrête derrière une dune basse de neige compactée. L'un des oursons s'attarde, humant l'air. Et pendant quelques secondes, la tension est absolue. Le moindre mouvement le trahirait. Il reste immobile, respirant à peine, jusqu'à ce que le veau décide de suivre sa mère et disparaisse derrière une ondulation. Puis, une opportunité se présente. Le renard s'approche du lieu du festin, où des traces de graisse et des fragments de viande adhèrent à la fourrure. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque bouchée est un concentré d'énergie qui peut faire la différence entre survivre à l'hiver ou succomber au froid. Il en arrache un morceau et le mâche rapidement, ses oreilles pivotantes en alerte au moindre bruit. Le festin improvisé ne dure pas longtemps. Les mouettes tridactyles commencent à arriver, poussant des cris aigus qui brisent le silence glacial. Une ombre passe sur la neige, un corbeau plane bas et d'autres s'approchent de l'horizon. Le renard prend une décision instinctive. Il enfonce ses dents dans un morceau de graisse et l'entraîne, évitant ainsi le harcèlement des oiseaux. Une fois le butin récupéré, il se dirige vers la toundra. Là, il l'enterre, le recouvre de neige et marque l'endroit pour pouvoir y retourner en cas de besoin. Sous cette couche de glace, la viande reste intacte pendant des semaines, prête à être utilisée dès que la faim se fait sentir. Dans ces terres extrêmes, préserver ce que les autres laissent derrière eux n'est pas de l'opportunisme, c'est de la pure survie. La cachette sécurisée, il reprend son avance sous le vent glacial, se déplaçant près du sol avec sa queue comme contrepoids. Son corps se fond dans le terrain enneigé jusqu'à devenir presque invisible. Seuls ses yeux et son nez, deux points noirs sur un manteau d'un blanc absolu, trahissent sa présence dans un paysage sans abri, où l'invisibilité est l'arme la plus importante. Et pour que cette stratégie soit possible, chaque détail de votre corps est fait pour résister à cet endroit. Leur fourrure n'est pas qu'un simple manteau, c'est un travail d'adaptation précis. Sous la peau, un sous-poil dense emprisonne l'air stagnant et retient la chaleur, même à des températures qui leur glaceraient le souffle en quelques secondes. Au-dessus de cette couche intérieure, de longs poils de garde forment un joint étanche, bloquant le gel et empêchant l'humidité de pénétrer sous la peau. Chaque contact avec le sol est calculé pour éviter toute perte d'énergie.
Les coussinets, recouverts d'une fourrure épaisse, leur permettent de se déplacer sur la neige dure sans glisser et isolent leur peau de la glace. Même la silhouette de l'animal reflète cette lutte constante. Des oreilles courtes qui réduisent la perte de chaleur, un museau compact qui minimise l'exposition, tout en eux incarne l'efficacité et l'endurance poussées à l'extrême. Dans un environnement où la moindre erreur se paie par la faim, chaque sens est toujours en alerte. Et à quoi sert toute cette adaptation si ce n'est pour détecter ce que les autres pourraient manquer? Soudain, il s'arrête, les oreilles tournées vers l'avant comme pour pointer. Sous la croûte de neige, quelque chose bouge. Aucune odeur à suivre. Le vent emporte tout. Seul Louis demeure, capable de détecter le moindre frottement d'un corps sur la glace. Faites un pas en arrière, un autre, tandis que votre dos se cambre et que vos muscles se tendent. Il saute dans un arc court et net, brisant la croûte avec un son sourd. Le renard s'enfonce jusqu'à la poitrine, coincé dans le trou nouvellement ouvert. Lemming pend inerte entre ses crocs. Une morsure précise à la base du crâne a mis fin à la chasse. Ce rongeur est la proie la plus courante de son régime alimentaire hivernal. Un renard adulte doit en attraper plusieurs chaque jour entre 8 et 12 pour couvrir ses besoins énergétiques et maintenir une température corporelle stable. Bien qu'il n'ait pas toujours cette chance, et en période de pénurie, il recourt à toutes les ressources, depuis les oiseaux de mer fouillant dans la neige et les bébés phoques annelés au printemps jusqu'aux œufs, aux charognes laissées par les loups ou les ours polaires, et même aux poissons pêchés dans les eaux peu profondes. En été, lorsque la glace recule, il ajoute à son régime des insectes, des baies et tout petits vertébrés qu'il peut capturer. Cette capacité d'adaptation et de profit de chaque saison permet à ce prédateur carnivore de rester au sommet de son art, même dans les conditions les plus hostiles. Mais cette fois, la chance était de leur côté, et le lemming capturé est encore frais alors qu'il se dirige vers l'abri d'un rocher. Son estomac est encore plein après s'être régalé de la charogne laissée par l'ours polaire. Mais un renard arctique ne refuse jamais une bonne chasse. Comme auparavant, il creuse à nouveau un trou et l'enterre, non pas parce qu'il en a besoin à ce moment-là, mais pour l'avoir prêt quand la faim reviendra. Sa réserve bien rangée, il secoue la neige de ses moustaches et s'arrête un instant, assis sur ses pattes arrière. La queue, épaisse et longue, s'enroule autour du corps comme une écharpe vivante, aucun signe de détresse. Le vent a changé, apportant maintenant une odeur salée venue d'un fjord lointain. Le renard tourne la tête là, évaluant, puis, sans bruit, il s'éloigne parmi les ondulations, jusqu'à ce que même les 2 points noirs disparaissent et qu'il ne reste plus que la toundra éternelle. Dans ce silence, la neige craque sous un autre poids, plus dense et plus constant, comme si la plaine avait décidé de révéler un nouvel habitant. Et si les ours polaires et les renards n'étaient pas les seuls chasseurs à parcourir le Groenland? Au loin, on les distingue à peine, telles des taches mouvantes se détachant sur la lumière terne. À chaque mètre gagné, ces ombres s'accentuent, et les contours se dessinent jusqu'à ce que les silhouettes deviennent nettes. 7 loups fendent la neige en diagonale, le torse bombé et la tête baissée pour réduire la résistance de l'air. Ils se déplacent dans une formation qui s'étire ou se compacte selon le terrain, en gardant toujours le rythme et la direction. Contrairement à leurs parents des forêts tempérées, où le pelage présente des nuances de gris, de brun et de noir, ici le pelage reste blanc la majeure partie de l'année, n'acquérant une teinte crémeuse qu'en été. Le corps est plus compact que celui des autres loups, les oreilles sont plus courtes, les pattes plus robustes, et la fourrure s'épaissit pour couvrir même les semelles, formant une semelle isolante qui mord dans la neige sans geler. L'adaptation n'est pas une liste de traits, mais une méthode où chaque forme répond à une perte de chaleur évitée, une étape rendue durable et une approche qui ne se trahit pas. Arrivé dans une dépression du terrain, le groupe ralentit. Une trace fraîche subsiste dans la croûte de neige et l'air porte un parfum que tout le monde reconnaît. Un demi-cercle ouvert se forme. Les adultes, au centre, se tiennent à côté des restes et attendent. Il n'y a pas d'urgence. L'ordre est toujours le même. D'abord le noyau reproducteur est nourri, puis les autres. Lorsqu'ils mangent, leur corps reste aligné, couvrant les flancs et comblant les espaces vides. Au Groenland, même en mangeant, les loups maintiennent une formation stricte. L'un des subadultes décide de tenter sa chance tôt. Il s'accroupit en avant, cherchant un espace entre 2 adultes pour entrer par la gauche.
Le loup le plus proche change de position et le bloque d'une légère poussée, suffisante pour le faire reculer. Le jeune homme recule de quelques pas, mesure une autre entrée et réessaie. Cette fois, un autre adulte sort et le guide vers un endroit où le vent souffle fort et la neige est plus dure. Il insiste une troisième fois. Il baisse le cou, étire le museau et cherche un endroit stable pour ses pattes avant. L'adulte qui couvre ce côté accélère de 2 pas et le repousse avec plus de force. Le subadulte perd l'adhérence et se retrouve hors du demi-cercle. Il n'y a pas de morsure ni de poursuite prolongée. Le langage du groupe est la distance. C'est ainsi qu'il décide qui entre et qui sort. Alors que les dominants terminent, 2 autres subadultes s'approchent de celui expulsé et le repoussent plus loin, fermant un large arc pour empêcher son retour. Le schéma se répète, une avancée, une réduction, un recul. L'exclusion n'est pas un choc isolé, mais une série de petites interruptions. La faim accélère les décisions et la pénurie les durcit. Par des jours comme celui-ci, une seule proie ne suffit pas à tout le monde, et maintenir l'ordre garantit que le groupe pourra chasser le lendemain. Lorsqu'il ne reste plus que des ossements, les loups se réorganisent et reprennent leur marche. La formation s'étend vers un relief bas à l'ouest, où le vent souffle moins. Les corps blancs s'enchaînent avec précision, ouvrant un chemin et resserrant les rangs selon les exigences du terrain. Le subadulte séparé les suit après une pause, mais ne les suit plus. Chaque mètre de retard augmente la distance, et dans un paysage plat, quelques mètres forment un mur. Dans la dynamique des loups arctiques, la coopération n'est pas un geste social facultatif, mais le seul moyen d'abattre des proies qui dépassent de loin le poids d'un individu, de défendre ce qui est trouvé et de combler les lacunes lorsque le terrain laisse exposer quiconque reste derrière. Cette coopération dépend non seulement de la coordination du groupe, mais aussi de caractéristiques physiques qui leur permettent de la maintenir en toutes circonstances. Le camouflage blanc permet de s'approcher facilement sans se trahir dans les plaines, les oreilles courtes et le museau compact réduisent les pertes de chaleur, et la fourrure dense sur les semelles protège la peau de la glace et assure la traction là où d'autres glissent. Aucun de ces traits, à lui seul, ne permettrait de résoudre une longue poursuite ou un siège dans un blizzard, mais ensemble, ils maintiennent le rythme qui décide si un groupe termine le circuit de recherche et de découverte un jour où la lumière est rare. Mais que se passe-t-il lorsque l'un d'entre eux est exclu de cette organisation très précise? Au Groenland, cela signifie être exposé au vide et au vent. Et maintenant, c'est le lieu où vivent les subadultes. Maintenant, ils s'arrêtent et regardent vers le sud, là où la surface tombe doucement et où le vent dépose une fine couche de neige qui efface les empreintes de pas à quelques mètres. Pas un seul rocher ne brise l'uniformité du terrain. À lui seul, chaque kilomètre coûte plus d'énergie qu'il n'en rapporte. Chaque tentative de chasse ajoute des pertes qui ne peuvent être récupérées. La comparaison avec les loups des forêts et des prairies, au pelage gris et brun, devient ici concrète. Dans ces paysages, la couverture végétale, la variété des proies et la température permettent à un loup solitaire de survivre plus longtemps. Mais au Groenland, la plaine n'offre aucun recoin. La neige durcie jette l'animal à l'air libre et la distance jusqu'au prochain repas ne vaut pas l'énergie qu'il faut pour l'atteindre. Le vent monte et descend en rafales qui donnent l'impression que le sol respire. Le groupe est maintenant une petite ligne qui se dirige vers le relief, gardant sa cohésion, conservant sa chaleur en partageant le parcours et partageant l'effort d'ouverture et de suivi du sentier. Dos du subadulte est privé de cette économie partagée. Chaque étirement doit briser la croûte seul, décider seul des directions et supporter toute la force de l'air sur son visage. Un corps préparé à ce climat ne suffit plus si la logistique de l'espèce, cette organisation précise qui régule quand elle se déplace, quand elle mange, quand elle attend, cesse de le soutenir. Il continue de marcher vers le sud, sans changer d'allure. Ses pieds s'enfoncent juste assez. Son pelage blanc accumule le givre qui ne pénètre pas, son nez sombre ne pointe vers rien. La neige tombe en grains lâches, plus que de la poussière. En quelques minutes, la trace qu'elle laisse derrière elle est complètement effacée. À l'horizon, le groupe des 7 corps se réduit à une vibration claire sur le gris et bientôt, il n'y a plus de figure, seulement la toundra blanche et éternelle. La plaine demeure constamment silencieuse, mais rien n'est immobile. L'air, le froid et la faim poursuivent leur cours. Ici, l'expulsion est un calcul.
Un loup séparé de sa meute a peu d'options. Sans coopération, ses chances de chasser ou de résister aux éléments sont réduites à presque zéro. Dans ce cas, le subadulte ne rattrapera jamais le troupeau. La distance s'accroît, le niveau d'énergie diminue, et chaque heure qui passe le rapproche d'un dénouement qui ne tarde jamais à arriver. Au Groenland, lorsqu'un prédateur perd pied, il n'y a pas de seconde chance. La vie sur Terre dépend de la force du groupe. Sans elle, tout est réduit, la chasse, l'endurance, les jours. Mais ce territoire n'appartient pas seulement à ceux qui le parcourent sur la neige. Plus haut, un autre royaume décide de ce qui vit et de ce qui meurt, où la vitesse remplace l'endurance et où la hauteur offre un avantage sur toute proie. Si la terre n'appartient plus aux loups, qui règne alors depuis les cieux? Dans les vastes étendues sauvages du Groenland, tous les prédateurs ne se déplacent pas au ras du sol. Certains dominent depuis les hauteurs où vitesse et précision déterminent la survie. Parmi eux, l'un d'eux se distingue, le faucon gerfaut, prédateur aérien par excellence de ces latitudes. Plus robuste que ses cousins des climats tempérés, son corps compact et musclé conserve son agilité, même par températures extrêmes. Son plumage dense et épais agit comme un manteau naturel, tandis que sa coloration s'adapte à l'environnement. Dans les zones enneigées, les individus blancs prédominent, presque invisibles à l'horizon, tandis que sur les côtes ou les falaises, des individus tachetés ou gris émergent, se fondant dans la roche. Son anatomie est entièrement conçue pour la chasse en Arctique. Sa vue extraordinairement perçante lui permet de repérer ses proies à grande distance. Ses ailes, plus larges et plus puissantes que celles des autres faucons, lui permettent de manœuvrer dans les rafales violentes sans perdre le contrôle. Chaque plume a une double fonction. Elle isole du froid tout en optimisant l'aérodynamisme. L'ensemble du système est soutenu par un métabolisme élevé, capable de supporter des vols prolongés dans un environnement où chaque seconde d'activité implique une dépense d'énergie. Mais à quoi sert une telle précision dans le corps si elle n'est pas testée sur de vraies proies? Dans la toundra ouverte, cette opportunité se présente sous la forme d'un lagopède picorant dans une clairière à la recherche de pousses séchées sous la neige. Le faucon, invisible dans le ciel pâle, attend le moment propice. Alors, il replie partiellement ses ailes et se laisse tomber. L'air siffle contre son plumage, un son bref et aigu. La perdrix cesse de picorer et tourne la tête, agitée, comme si quelque chose dans son environnement avait soudainement changé. En quelques secondes, le corps blanc est dissimulé et l'impact le projette au sol. La proie tente de se débattre, mais la pression des serres l'immobilise aussitôt. D'un coup de bec rapide, le faucon gerfaut met fin à la chasse. Puis, il atterrit sur un rocher bas, à l'abri des vents les plus violents. Il arrache quelques plumes qui se dispersent comme des flocons sur la neige. Mangez lentement. Ici, chaque bouchée compte et l'énergie excédentaire est conservée pour les jours où la météo ou la pénurie vous oblige à voler plus loin à la recherche de nourriture. Leur simple présence dans l'écosystème maintient l'équilibre, régulant les populations d'oiseaux et de petits mammifères. Au Groenland, ce contrôle est vital. Un hiver plus long que la normale ou un printemps avec peu de proies peuvent mettre en péril la chaîne fragile qui unit prédateurs et proies. Le faucon termine son travail et prend son envol, disparaissant dans l'horizon gris. Dans les airs, il domine sans rival, maître de la toundra vue d'en haut. Mais dans cette région inhospitalière, tous les oiseaux ne survolent pas la toundra à la recherche de proies. Certains ont complètement renoncé au ciel et ont fait de la mer leur territoire. Là, au contact direct des eaux glacées, ils déploient une autre forme de résistance, différente mais tout aussi efficace. Que se passe-t-il lorsque la survie des oiseaux n'est pas recherchée dans les airs, mais sous les vagues? Sur les côtes libres de glace du sud-ouest du Groenland, la saison de reproduction est en cours dans l'une des plus grandes colonies de manchots à jugulaire de la région. Sur les zones rocheuses, des centaines de couples entretiennent leurs nids, formés de petites pierres ramassées à proximité. La densité est telle que chaque couple vit à quelques pas de ses voisins, faisant de la colonie un espace où coopération et compétition se rencontrent quotidiennement. Dans cette foule, chaque détail physique prend de l'importance. Le manchot à jugulaire doit son nom à une fine ligne sombre qui court à la base de sa tête, signe distinctif qui le distingue des autres espèces.
Au-delà de son apparence, son corps est conçu pour un style de vie polyvalent, avec une taille moyenne, un plumage contrasté et une agilité qui lui permet de se déplacer aussi bien dans l'eau que sur terre. Durant la phase de reproduction, toute cette adaptation est centrée sur deux objectifs centraux, protéger le nid et nourrir les jeunes. Ce double défi rythme la colonie et définit le quotidien de chaque individu. Certains oiseaux partent en mer à la recherche de nourriture, tandis que d'autres restent sur terre pour protéger leur nid. Ce matin, un adulte revient de la mer après plusieurs heures de recherche. Il a nagé parmi des banquises dispersées et suivi des bancs de krill et de petits poissons abondants à cette époque de l'année. Le jabot rempli de nourriture pour ses petits, il avance parmi les autres membres de la colonie en direction opposée. Certains se dirigeant vers la mer et d'autres, comme lui, retournant sur terre. La surface rocheuse est couverte de plaques humides et de petites flaques formées par la fonte des neiges, le forçant à se déplacer à petits pas sûrs. À quelques mètres de son nid, sa partenaire l'attend. Au milieu du brouhaha de la colonie, chaque manchot reconnaît les cris spécifiques de sa partenaire. Un bref échange de vocalisation leur permet de se localiser sans erreur. Mais quelque chose perturbe la routine. Un voisin plus grand se trouve près du nid depuis plusieurs minutes, et sa présence n'est pas passée inaperçue. Dans des espaces aussi confinés, les tensions entre individus sont inévitables. Certains manchots tentent de voler les pierres des autres pour renforcer leur propre nid, tandis que d'autres tentent de voler la nourriture destinée à un poussin. Il n'est pas rare que ces stratégies soient menées sous couvert d'indifférence, évitant les confrontations ouvertes qui pourraient causer des blessures. L'intrus avance à pas lents, tournant la tête comme s'il observait les environs, mais réduisant la distance à chaque mouvement. L'adulte nouvellement arrivé cesse d'avancer et adopte une posture droite. Les ailes sont légèrement séparées du corps et le cou est étiré, une façon d'augmenter la présence auprès d'un concurrent potentiel. Le voisin répond par un léger hochement de tête et un appel profond. Entre eux, le poussin attend, partiellement protégé par le corps de la mère. L'interaction se déroule dans un silence relatif pendant quelques secondes, ce qui est inhabituel dans une colonie aussi bruyante. C'est le moment de faire une évaluation car aucun des deux ne veut déclencher un conflit physique qui pourrait se terminer par une blessure. Le nouveau venu émet quelques cris brefs, accompagnés d'un coup sec de son bec sur le sol, et se dirige résolument vers le nid. L'intrus recule de quelques pas, gardant le regard fixe. Après quelques secondes de réflexion, l'intrus s'éloigne vers une autre section de la colonie. La tension se dissipe et l'adulte peut enfin se concentrer sur l'alimentation de ses petits. Le processus est rapide. La nourriture est régurgitée directement dans le bec du poussin qui avale par intermittence jusqu'à être rassasié. Le couple reste encore quelques minutes près du nid, ajustant les pierres et hébergeant le jeune sous la protection de leur corps. La colonie reprend son rythme régulier. Certains partent en mer, d'autres reviennent, et des scènes similaires se répètent dans chaque nid. La vie ici est marquée par des cycles courts et répétitifs, mais chaque jour apporte des situations uniques. Défendre le nid et prendre soin des petits ne sont pas des tâches qui vont de soi. Chaque visite en mer, chaque retour à terre implique des négociations silencieuses avec des voisins embêtants. Aujourd'hui, la mer a été généreuse et le veau a reçu sa nourriture. Mais non loin de là, une autre espèce partage le même littoral et, bien que vue du coin de l'œil, elle puisse être confondue avec un pingouin, elle suit un calendrier et des règles différents. Comment est-il possible que deux oiseaux si semblables aient des modes de vie si différents? Sur les falaises et les crevasses côtières du Groenland, le petit pingouin maintient son propre territoire. Sa silhouette noire et blanche rappelle celle d'un pingouin, mais la comparaison s'arrête là, puisque le pingouin appartient à la famille des alcidés et est capable d'alterner des vols rapides et rectilignes avec des piquets profonds. Alors que les manchots se limitent à nager, les pingouins peuvent parcourir de grandes distances en mer à la recherche de nourriture. Son apparence est reconnaissable entre toutes. Le dessous est blanc, tandis que la tête, le cou, le dos et les pattes sont noirs, contrastant avec le reste de l'espèce. Son bec haut et comprimé latéralement est orné d'une fine ligne blanche qui le distingue de tous les autres oiseaux de son environnement. Durant la saison de reproduction, une deuxième marque blanche apparaît également, s'étendant de l'œil jusqu'à la base du bec, formant une ligne nette et précise.
En dehors de cette période, le trait devient plus doux, la gorge plus claire et la zone derrière l'œil perd en intensité. Ces changements de plumage reflètent la façon dont chaque détail du pingouin est orienté vers la survie. Et si les marques sur la tête ont une fonction de communication et de camouflage, le bec révèle une autre adaptation décisive, l'alimentation. Son bec, d'apparence robuste, joue un rôle essentiel. Sa forme comprimée latéralement lui permet de saisir fermement plusieurs poissons à la fois sans perdre la capacité d'ouvrir et de fermer ses mâchoires pour capturer davantage de proies. Au milieu de la saison de reproduction, un adulte peut retourner au nid avec jusqu'à 20 poissons alignés dans son bec destinés à son unique poussin. Le régime alimentaire se compose principalement de petits poissons, comme les lançons ou les harengs juvéniles, complétés par des crustacés. Mais l'efficacité ne s'arrête pas à ce qu'il mange, mais plutôt à la façon dont il l'obtient, car pour se nourrir, le pingouin est capable de voler à plus de 100 km en mer avant de plonger et de poursuivre sa proie sous l'eau. Toute cette énergie accumulée en mer a un seul but, assurer le succès de la reproduction sur Terre. La reproduction commence par un comportement qui renforce les liens du couple. Le petit pingouin est monogame et de nombreux couples restent ensemble année après année. Cette fidélité présente un avantage certain. Elle réduit le temps que les adultes passent à chercher un nouveau partenaire chaque saison, leur permettant ainsi de se concentrer sur la reproduction. Les parades nuptiales comprennent de légers coups de bec, des vols coordonnés et des figures dans lesquelles les deux oiseaux se suivent selon des schémas précis. Une fois le couple établi, les deux participent de manière égale à l'incubation et aux soins du poussin. Contrairement aux manchots, qui nichent généralement en grandes colonies ouvertes, le petit pingouin recherche la protection des crevasses rocheuses ou des creux naturels des falaises. Il y pond un seul œuf qu'il couve pendant environ 6 semaines. L'emplacement du nid réduit le risque de prédation au sol, mais oblige les adultes à effectuer des vols réguliers pour se nourrir. Pendant que l'un reste au nid, l'autre part en mer, et tous deux alternent constamment entre ces rôles. Ce calme apparent sur les falaises cache son propre niveau de tension. La vie dans la colonie de petits pingouins est moins trépidante que dans celle des manchots à jugulaire, mais elle n'est pas sans concurrence. Les meilleurs trous rocheux sont disputés, et les interactions comprennent des postures défensives, des appels courts et des gestes d'avertissement avec le bec. La densité des nids dans certaines zones signifie que les voisins ne sont qu'à quelques centimètres les uns des autres, ce qui nécessite tolérance et coordination. Cette dynamique, même si elle peut paraître purement locale, a des répercussions plus larges. La manière dont chaque couple s'établit et survit est directement liée aux ressources que la mer met à leur disposition. Le rôle du petit pingouin transcende donc son propre cycle de reproduction. Au Groenland, cette espèce influence clairement l'écosystème côtier. Sa consommation de petits poissons contribue à réguler ses populations et les petits pingouins deviennent ainsi la nourriture des prédateurs marins et des oiseaux de plus grande taille. Parallèlement, leur présence et leur succès reproductif constituent des indicateurs sensibles de la santé des océans. Toute variation de la disponibilité alimentaire ou des conditions océaniques se répercute immédiatement sur leur colonie. Alors que le manchot à jugulaire poursuit sa routine plus au sud, le petit pingouin maintient son propre cycle sur les falaises du nord. Deux oiseaux qui, bien que partageant des couleurs et des côtes, vivent des histoires complètement différentes. Cependant, les deux dépendent de la même mer, et ce qui se passera dans ces eaux dans les mois à venir déterminera leur sort à tous deux. Mais cet équilibre fragile du Groenland ne se joue pas seulement en mer. Dans la toundra, loin des falaises et des colonies côtières, une autre lutte constante entre prédateurs et proies a également lieu. Et là, contrairement aux oiseaux de mer, toutes les proies n'acceptent pas simplement leur sort. Certains ont transformé leur fragilité en stratégie, perfectionnant des ressources qui leur permettent non seulement de s'échapper, mais aussi de déjouer complètement ceux qui les traquent. Parmi eux, le plus remarquable dans ce territoire impitoyable est le lièvre arctique, un animal dont l'existence est façonnée par un environnement dominé, pendant une grande partie de l'année, par un hiver long et rigoureux. Ici, la lumière touche à peine l'horizon pendant des mois, ce qui rend la recherche de nourriture difficile. Le vent, sans entrave, balaie la toundra gelée, exposant quiconque s'aventure loin de son refuge. Et la neige, compacte et tranchante, transforme chaque mouvement en une épreuve d'endurance.
Pour le lièvre, survivre dans ces conditions requiert plus que de l'instinct. Il lui faut un corps et un comportement adaptés pour répondre à chacun de ces défis. Ce n'est pas seulement un lapin des neiges. Il descend de lagomorphes beaucoup plus petits et plus vulnérables qui peuplaient les zones tempérées il y a des centaines de milliers d'années. Mais ici, dans l'Arctique, l'évolution l'a transformé en quelque chose d'autre. Ses pattes postérieures sont longues et puissantes, capables de le propulser à des vitesses qui dépassent facilement la plupart de ses prédateurs sur de courtes distances. Leurs oreilles, contrairement à celles de leurs parents du Sud, ont été réduites pour minimiser la perte de chaleur, bien qu'elles conservent la mobilité et l'acuité nécessaires pour détecter tout son par-dessus le vent. Et sa fourrure n'est pas seulement blanche et dense. Elle agit comme un isolant thermique et un camouflage parfait, rendant sa silhouette invisible dans le paysage enneigé. Mais sa plus grande arme n'est pas ses muscles ou son camouflage, c'est sa ruse. Un après-midi, alors que le blizzard s'apaise pendant quelques heures, un lièvre s'aventure à gratter la neige à la recherche de racines. Leurs mouvements sont prudents, mais l'Arctique ne pardonne pas l'insouciance, car à plusieurs centaines de mètres de là, un renard arctique lève la tête, fixe son regard sur la silhouette qui se déplace à travers la plaine et commence son approche. Le silence de la neige permet à la poursuite de commencer sans prévenir. Le lièvre détecte la menace trop tard, mais sa réaction rapide peut faire la différence. En un instant, il passe du creusement dans la neige à la course frénétique, ses longues jambes heurtant la surface glacée et la projetant en de grands bonds. Le renard accélère derrière, s'appuyant non seulement sur sa vue, mais aussi sur son odorat, suivant la ligne invisible de la piste que le lièvre laisse dans son sillage. Sur des mètres infinis, la poursuite reste régulière. Le renard gagne du terrain en ligne droite, le lièvre à chaque changement de direction. Mais alors l'inattendu se produit. Au lieu de continuer à fuir en avant, le lièvre ralentit, fait un virage serré vers un petit buisson couvert de neige et se cache sous sa protection. Ses muscles se tendent et il devient complètement immobile. Qu'est-ce qui la pousse à s'arrêter au moment même où sa vie est le plus en danger? Le renard, suivant la piste olfactive, ne remarque pas l'absence de mouvement. Son nez le guide au-delà du buisson, en ligne droite, convaincu que la proie est toujours devant. En quelques secondes, il se perd au loin, courant toujours après une piste qui n'existe plus. La clé de cette manœuvre réside dans le vent et l'odeur. En déviant de sa trajectoire et en s'arrêtant, le lièvre interrompt la continuité de la piste suivie par le renard. Le prédateur, incapable de détecter un changement immédiat, continue sur son chemin initial, s'éloignant de plus en plus de l'emplacement réel de sa proie. Cette tactique, perfectionnée au fil des générations, transforme le lièvre arctique en un maître de la tromperie, capable de survivre non seulement en courant plus vite, mais aussi en pensant plus vite. Lorsque le silence revient, le lièvre sort la tête, écoute et reprend sa recherche de nourriture comme si de rien n'était. Dans ce paysage où presque tout conspire contre sa vie, il a gagné une autre bataille. Mais ici, aucune victoire n'est définitive. Dans cet Arctique lointain, même une proie peut sortir victorieuse, même si ce n'est que temporairement. Parce que l'hiver ne dure pas éternellement et bientôt, la toundra va changer ses règles. Après des mois d'obscurité, de silence et de glace perpétuelle, l'été arrive comme une explosion silencieuse. La lumière du soleil ne se cache plus. Pendant des semaines, le phénomène du soleil de minuit maintient l'horizon illuminé 24 heures sur 24, permettant à l'activité animale de se poursuivre sans interruption. La glace qui recouvrait autrefois les côtes fond désormais, libérant rivières et fjords de leur sommeil. L'air est rempli de sons qui avaient disparu, le battement d'ailes, le clapotis des corps dans l'eau, le craquement des sabots sur la terre mouillée. Au Groenland, ce bref intervalle de chaleur et d'abondance marque la période la plus importante de l'année. Le long de la côte, les eaux libres de glace attirent les narvals et les morses qui viennent se nourrir de bancs de poissons et de crustacés. Leurs silhouettes sombres se déplacent sous la surface, remontant parfois à la surface pour respirer avant de replonger à la recherche de nourriture. Sous le soleil qui ne se couche jamais, ces géants marins peuvent prolonger leur voyage de chasse, profitant de la lumière constante pour s'orienter et explorer. Tout fait partie du même scénario, où chaque espèce trouve sa place. À la surface fragmentée, les phoques se reposent, inconscients pour l'instant des menaces qui les guettent.
Sur Terre, les plaines, autrefois désert blanc, se couvrent de taches vertes. C'est le cri des caribous, qui se rassemblent en grands groupes pour brouter inlassablement. Avec une lumière constante, leurs mouvements et leur alimentation s'étendent tout au long de la nuit ensoleillée, modifiant le rythme qui, sous d'autres latitudes, est marqué par le jour et l'obscurité. Leur arrivée ne passe pas inaperçue car au loin, les loups rôdent, mesurant chaque mouvement, attendant le moment où un individu s'éloigne de la protection du groupe. Dans les airs, des milliers d'oiseaux migrateurs sont revenus profiter des proies abondantes. Oies, goélands et huards occupent chaque lieu de nidification disponible. Leurs cris remplissent le ciel et leurs vols constants sont une chorégraphie dictée par l'urgence de la reproduction. Le soleil de minuit permet aux déplacements de recherche de nourriture de se multiplier, réduisant ainsi le temps entre les repas de leurs petits. Cette explosion de vie aérienne est aussi une opportunité idéale pour les prédateurs. Le renard arctique, dont la fourrure est désormais plus foncée pour se fondre dans les rochers et les buissons, explore la côte à la recherche de nids, volant des œufs et des poussins lorsque l'occasion se présente. À cette époque de l'année, la vie semble s'entremêler dans une toile complexe. Un caribou descend boire dans un ruisseau qui se jette dans le fjord. À quelques mètres de là, un narval perce son évent avant de disparaître sous l'eau. Sur les rochers voisins, un renard arctique attend patiemment qu'un couple d'oiseaux quitte son nid. Chaque espèce est plongée dans sa propre lutte, mais toutes dépendent de cette brève explosion d'énergie qu'apporte l'été, renforcée par la lumière ininterrompue qui accélère les processus de chasse, de reproduction et de croissance. Cependant, la météo à cette période précise de l'année n'est pas si prévisible, car même en été, un brouillard dense peut recouvrir la côte en quelques minutes, rendant la chasse difficile pour les oiseaux et la navigation difficile pour les mammifères marins. Des pluies froides et des vents violents peuvent balayer les vallées ouvertes, forçant les herbivores à chercher un abri. Et même si la glace recule, elle ne disparaît jamais complètement, servant de rappel vivant que l'hiver attend toujours de revenir. L'abondance de l'été est une trêve fragile, et tous les spécimens le ressentent parfaitement. Les prédateurs en profitent pour accumuler des réserves, les herbivores pour élever la prochaine génération, et les oiseaux pour s'assurer que leurs poussins puissent voler avant le retour de la neige. Durant cette même période, l'océan entre également dans sa période de plus grande activité. Des bancs de poissons émergent des eaux froides et sombres, le krill se disperse dans les couches peu profondes, et ce festin devient un appel qui voyage sur des kilomètres sous l'eau. Suite à ce signal invisible, les silhouettes blanches et grises commencent à arriver, brisant le calme. Beluga et narval attirés vers les rivages. Pour le beluga, l'été est synonyme d'opportunité et d'exposition. Ces cétacés robustes à la peau blanche se rassemblent en grands groupes près des fjords et des estuaires, où les saumons et autres poissons remontent le courant et où leurs cris résonnent sous l'eau, tel un système de communication complexe. La lumière infinie leur permet de profiter de chaque heure pour se nourrir et parcourir des distances impossibles en hiver. Mais cette activité constante dans les zones plus ouvertes augmente également leurs chances d'être facilement repérés. Cette période d'abondance comporte un risque qui ne provient d'aucun prédateur naturel. Dans ces eaux, les humains se comportent comme des chasseurs, utilisant des méthodes et une portée qui dépassent toute stratégie écosystémique. Contrairement à une orque ou à un ours polaire qui ont des proies limitées, les navires humains peuvent chasser et rassembler des groupes entiers en tirant des harpons ou des fusils à courte portée. En quelques minutes, le calme du fjord est brisé par l'écho des coups de feu et le bruit sec des corps heurtant l'eau. Il y a plus de 20 ans, les captures annuelles s'élevaient à environ 1 millier de spécimens dans différentes zones de l'Arctique et au Groenland, cette pression a à peine diminué. Après chaque journée de chasse, la mer est marquée. Des taches de sang flottent à la surface, lentement portées par la marée, une traînée qui révèle l'ampleur du massacre. Cette situation a forcé les belugas à modifier leurs habitudes. Certains groupes se déplacent la nuit, profitant de la faible lumière de l'aube arctique pour se fondre dans le reflet de l'eau. D'autres ont modifié leurs itinéraires vers des zones de glace flottantes, moins accessibles aux bateaux. Ce n'est pas une défense parfaite, mais cela retarde le moment où le chasseur les retrouve. Et tandis que les belugas tentent de gagner du temps dans un territoire de plus en plus prévisible pour les humains, les narvals sont confrontés à un risque presque identique,
parce que son schéma migratoire presque chorégraphié le conduit chaque été vers des baies et des fjords où abondent la morue arctique et les calmars. Mais cette ponctualité permet d'anticiper facilement et à la chasse, la prévisibilité est un inconvénient. Il y a un peu plus de 10 ans, dans certaines régions du Groenland, les quotas autorisés atteignaient près de 400 spécimens par saison. En réponse, certaines populations de narwals ont commencé à ajuster discrètement leurs horaires de transit, traversant des points à risque pendant les périodes de faible activité humaine. Une augmentation des plongées prolongées et silencieuses a également été documentée, évitant ainsi de révéler leur position à la surface. Ainsi, les mêmes conditions qui facilitent l'accès à la nourriture et réduisent les dépenses énergétiques sont aussi celles qui permettent aux humains de libérer leur capacité de capture. Alors qu'un prédateur naturel est limité aux proies qu'il peut atteindre et traiter. La machinerie humaine combine des bateaux rapides, des armes puissantes et une connaissance précise des schémas de déplacement de ces espèces. Dans ce contexte, la présence humaine s'intègre dans la chaîne de menaces en tant que prédateur unique, capable d'exercer une pression constante et localisée. Cependant, ni les belugas ni les narwals ne sont des acteurs passifs dans ce scénario, car l'expérience accumulée au fil des générations semble se refléter dans un comportement plus prudent, des changements d'itinéraire, des déplacements en dehors des corridors habituels, et même l'utilisation du terrain sous-marin pour obtenir une couverture acoustique. Ces adaptations n'éliminent pas le risque mais le redistribuent, obligeant le chasseur humain à modifier lui aussi ses stratégies. Ainsi, la saison estivale devient un jeu silencieux où chaque espèce mesure ses mouvements avec précision. Et même si la glace n'est pas revenue, les belugas et les narwals continuent de parcourir un territoire qu'ils connaissent avec une précision étonnante, démontrant que, même face à un prédateur aussi persistant que l'humain, la vie dans l'Arctique conserve une capacité de réaction inépuisable. Mais si certains animaux ont appris à déjouer le chasseur, qu'en est-il de ceux qui ne craignent aucun prédateur et voient pourtant leur survie en danger ? Au Groenland, l'été apporte une abondance qui semble profiter à tout le monde. Même si, pour certains, c'est aussi un piège. Il existe des animaux qui ne souffrent pas de griffes ou de harpons, mais de quelque chose de bien plus subtil, la chaleur. Habitué à un monde où le froid est la norme plutôt que l'exception, le bœuf musqué est l'un de ceux qui connaissent le mieux les rigueurs de l'hiver. Doté d'un pelage composé d'une couche extérieure de poils longs pouvant atteindre près d'1 mètre de longueur et d'un sous-poil intérieur appelé kiviut, 8 fois plus chaud que la laine de mouton, ce mammifère est conçu pour résister à des hivers allant jusqu'à 40 degrés sous zéro sans montrer de signes d'épuisement. Dans ces températures extrêmes, il est capable de maintenir une température corporelle stable même pendant les tempêtes de neige, car le froid ne représente pas une menace, mais plutôt l'état naturel dans lequel il a été façonné au cours de milliers d'années d'évolution. Mais cette même force se retourne contre lui lorsque la température monte au-dessus de 10 degrés au-dessus de zéro. Alors l'épais manteau qui le protège en hiver devient un fardeau. Incapable de se débarrasser de son épaisse fourrure, le bœuf musqué ne migre pas sur de longues distances pour échapper à la chaleur, mais recherche plutôt des altitudes plus élevées ou des pentes exposées au vent où l'air est plus frais et le soleil moins brûlant. Durant les heures centrales de la journée, ils minimisent leur activité, préférant brouter à l'aube ou au crépuscule et maintenant une démarche lente et mesurée pour conserver leur énergie et éviter la surchauffe. Mais ce n'est pas la chaleur elle-même qui le dérange le plus cette saison. À mesure que l'été avance et que les températures favorisent la formation de zones humides, une menace beaucoup plus petite mais constante apparaît, les insectes parasites. Dans cet environnement, les moustiques et les tahons émergent en grand nombre, se nourrissant du sang des bœufs et les harcelant pendant des heures sans repos. Ces insectes ne provoquent pas seulement des irritations, ils peuvent également transmettre des maladies et affaiblir plusieurs individus par une perte de sang continue. Lors des journées particulièrement chaudes, les essaims de moustiques sont si denses que les bœufs lèvent à peine la tête pour brouter, trop occupés à les agiter pour effrayer les envahisseurs. Un mâle adulte, pesant plus de 300 kilos, peut se déplacer avec une lenteur désespérée, cherchant des courants d'air qui interrompent le vol des insectes ou restant sur des plaques de neige qui résistent encore, où la température plus basse éloigne les parasites.
Dans la toundra ouverte, le troupeau devient aussi un bouclier collectif. Les bœufs se serrent les uns contre les autres et le mouvement constant de tant de corps perturbe les insectes et les distrait. C'est une stratégie de résistance. Ils ne peuvent pas les éliminer, mais ils peuvent minimiser leur impact. Lorsque le vent souffle enfin, il emporte les insectes et brise le nuage qui les entoure, leur offrant un répit qui, bien que bref, leur permet de brouter à nouveau avec une certaine tranquillité d'esprit. Ainsi, l'été pour le bœuf musqué est une saison de contraste. L'abondance de nourriture est assurée, mais en contrepartie, ils doivent endurer la chaleur et le harcèlement incessant des insectes. Ici, la menace ne se présente pas toujours avec des crocs ou des griffes. Parfois, elle est à peine visible, mesurée par un bourdonnement sans fin. Mais dans la toundra, chaque espèce fait face à ses propres défis. Pour certains, le combat n'est pas contre les intempéries ou les essaims d'insectes, mais contre un ennemi qui se cache loin au-dessus. Qui peut attaquer sans laisser de traces dans la neige, et sans que la victime ne le voie venir? Ce prédateur silencieux trouve le décor idéal pour agir au milieu de l'été. Le paysage arctique, autrefois recouvert de neige, présente aujourd'hui des taches de verdure qui rompent la monotonie du relief. Les fjords sont libres de glace et le vent transporte l'odeur des algues et des sédiments de la côte. C'est une période courte mais intense. Des millions d'oiseaux migrateurs se reproduisent, les jeunes mammifères font leurs premiers pas et les heures interminables du soleil de minuit permettent de se nourrir à tout moment. Mais cette abondance n'est pas sans risque. Dans un territoire où de multiples prédateurs terrestres et marins ont déjà profité de la saison, il y a un chasseur qui observe sous un autre angle, l'air. Le harfang des neiges, l'un des prédateurs les plus précis du Groenland, occupe une place unique dans cet écosystème. Il préfère les zones ouvertes et dégagées d'où il peut surveiller et détecter ses proies à grande distance. Il ne se cache pas dans les forêts et ne se réfugie pas dans les grottes. Ici, où il n'y a pratiquement pas d'arbres, la toundra est son territoire. Son nid n'est pas caché. Il s'agit d'une simple dépression dans le sol, située sur une élévation d'où il a un champ de vision dégagé. De là, une femelle veille sur ses poussins, tandis que le mâle parcourt de vastes zones à la recherche de nourriture. C'est en été que le harfang des neiges trouve sa meilleure période de reproduction. Les proies y sont bien plus abondantes qu'en hiver. Lemmings, jeunes oiseaux de rivage et même des poussins de goélands et d'oies. Sa stratégie ne repose pas sur une poursuite prolongée. Ce prédateur fonde sa réussite sur deux atouts. Une vue perçante, capable de détecter le moindre mouvement à grande distance, et un vol silencieux, grâce à la structure de ses plumes, qui perturbe la circulation de l'air et étouffe le son. Une autre de ses adaptations les plus frappantes est sa capacité à tourner la tête jusqu'à 270 degrés. Ce mouvement, rendu possible par une articulation cervicale spéciale et un système circulatoire qui empêche la coupure du flux sanguin vers le cerveau, vous permet d'élargir votre champ de vision sans avoir à bouger votre corps. Cela réduit la probabilité d'être détecté par sa proie et lui permet de surveiller plus facilement une grande partie de son territoire à partir d'une seule position. Aujourd'hui, dans une zone où le terrain descend vers la côte, un mâle adulte se tient sur un rocher. De là, il observe un groupe de jeunes oies broutant près de l'eau, accompagnés d'un adulte vigilant. La chouette ne bouge pas. Seule sa tête tourne, suivant les mouvements des oiseaux. Le vent souffle depuis la mer, emportant l'odeur loin des barrages. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passe. Le mâle reste immobile, mesurant la distance et l'angle d'approche. Puis, d'un bref sursaut, il déploie ses ailes. Son vol est bas et contrôlé, presque parallèle au sol. Il n'y a pas un seul bruit pour trahir son approche. À quelques mètres du groupe, il change brusquement de direction. Ses ailes se referment partiellement et, en une seconde, ses serres se referment sur l'un des poussins. L'attaque dure moins de 5 secondes. Le reste du groupe s'enfuit dans l'eau, tandis que l'adulte tente de les avertir tardivement du danger. En quelques instants, la chouette s'envole, emportant la proie à l'intérieur. Il ne mange pas sur place. La nourriture est fournie à sa partenaire et à leurs poussins, qui attendent dans le nid. Au loin, la femelle observe et émet un bref son lorsqu'elle voit le mâle revenir. Malgré cela, et d'autres occasions où la chouette trouve des proies faciles, la saison d'abondance ne dure pas longtemps. Dans quelques semaines, les espèces migratrices partiront, les lemmings réduiront leur activité et les températures chuteront.
Face à ce changement soudain de disponibilité alimentaire, le Harfang des neiges abandonnera également la zone, se déplaçant vers des latitudes plus tempérées ou s'adaptant à une chasse plus difficile en hiver. Mais pour l'instant, la météo lui est favorable et il devrait profiter au maximum de cette courte période de temps et d'abondance. Chaque chasse réussie signifie un autre jour de survie pour leurs petits et chaque erreur peut faire la différence entre la vie et la mort dans les jours à venir. Et lorsque l'hiver revendiquera à nouveau ce territoire, seule la trace des ailes qui dominaient autrefois le ciel restera. Comme le hibou, chaque habitant du Groenland vit marqué par le même cycle implacable. Ici, l'abondance et la pénurie se succèdent avec une précision implacable, et chaque saison apporte son lot de défis qui nécessitent une adaptation constante. Le long de ces rivages glacés, de ces fjords sans fin et de ces plateaux balayés par les vents, le Groenland se révèle être une terre de contrastes extrêmes. Des glaciers qui se déforment en blocs colossaux à la toundra où chaque centimètre de sol libre est exploité. Cette vaste île abrite des écosystèmes façonnés par des siècles d'adaptation. Sous ces latitudes, où l'obscurité hivernale et le soleil de minuit dictent le rythme des saisons, la vie a appris à prospérer sans laisser de place à l'erreur. Le loup gris parcourt des distances impossibles, suivant des pistes qui disparaissent dans le blizzard, combinant endurance et coordination pour traquer des proies insaisissables. De son côté, l'ours polaire, maître de la banquise, perfectionne l'immobilité à l'extrême, se fondant dans le paysage jusqu'à ce que le moment précis brise son immobilité. Sur les falaises et les côtes ouvertes, le petit pingouin affronte la mer agitée et la pression d'un ciel ouvert, alternant maladresse sur terre et habileté sous-marine qui lui permet de survivre là où peu d'oiseaux le peuvent. Plus à l'intérieur des terres, le lièvre arctique se fraye un chemin au cœur de l'hiver avec des pattes qui semblent conçues pour couper la neige et une intelligence qui lui permet de tromper ses poursuivants, brisant les schémas que tout autre herbivore suivrait. Et lorsque l'été couvre les nuits d'une lumière ininterrompue, un silence plein d'attente domine les espaces ouverts. D'un point de vue élevé, le Harfang des neiges observe chaque détail, tournant la tête pour englober un champ de vision impossible. Son attaque, lorsqu'elle survient, est le point culminant de la patience, de la précision et de la force, exécutée avec une économie de mouvement qui montre clairement pourquoi il est l'un des prédateurs les plus efficaces de ces terres. Chacun de ces individus a développé des stratégies uniques pour survivre au Groenland, car il faut simplement résister au froid, au manque d'abri ou à l'irrégularité des saisons. Il faut maîtriser des compétences qui seraient inutiles ailleurs, mais qui ici sont la clé de la survie. Des chasseurs les plus acharnés aux proies les plus débrouillardes, tous participent d'un équilibre maintenu par une adaptation constante et précise. Le Groenland n'est pas seulement un territoire isolé. C'est un lieu où l'évolution se perfectionne sans relâche, façonnant des créatures qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Ici, la vie ne se contente pas de perdurer. Elle se transforme, répond à des défis uniques et démontre que même aux confins du monde, la nature peut atteindre des formes d'équilibre et de perfection qui défient toutes les attentes. Et même si les saisons changent et les années passent, ce cycle ne s'arrête pas. Sur les côtes, dans les fjords et sur la glace éternelle, la lutte et l'adaptation continuent, invisibles pour la plupart, mais aussi constantes que le battement de cœur profond de cette terre.